Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Déconfinement et retour à la vie normale. En France, l'exécutif parle d'un plan en plusieurs étapes, alors que dans plusieurs pays, l'ouverture des plages, des espaces culturels est déjà prévue dès la semaine prochaine. Le Français Thomas Pesquet se prépare pour la mission Alpha. Ce sera le deuxième voyage de l'astronaute qui va prendre les commandes de la Station spatiale internationale pendant un mois. Une première pour un Français. Plus d'informations avec nos chroniqueurs ici et à Cap Canaveral dans quelques instants. Bienvenue à tous. Lors de sa dernière allocution, le président français avait fixé l'horizon de la mi-mai pour une sortie du confinement et un retour progressif à la vie au sein du pays. C'est ce qui vient d'être confirmé cette semaine avec un plan à plusieurs étapes. Mais ailleurs dans le monde, le retour à la vie normale s'accélère. La Grande-Bretagne, où plus de 50% de la population a déjà reçu sa première dose du vaccin, eh bien là-bas, la première phase du déconfinement est amorcée et les Britanniques sont ravis de retrouver leur bar, comme nous allons le voir dans quelques instants, avec notre correspondant sur place. Justement, pour cette première partie, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici, tout d'abord dans les studios, notre éditorialiste, Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour, Radisa. Merci Gauthier d'être avec nous. Et puis depuis Windsor, nous avons Hervé Amoric, notre correspondant en Grande-Bretagne. Bonjour Hervé. Alors, nous allons... je reviens vers vous dans quelques instants, Hervé, surtout avec ce beau soleil derrière vous. Et je commence avec vous, Gauthier. On commence à avoir un retour, en tout cas à parler d'un retour à la vie normale dans plusieurs régions du monde. En France, on avait parlé de la mi-mai. Aujourd'hui, c'est confirmé cette semaine. On va commencer à la mi-mai, mais sur plusieurs étapes. Et donc, ça va prendre plusieurs semaines. Oui, ça va prendre plusieurs semaines. Et dans ce genre d'événements, il y a toujours la question qui se pose, c'est quelle place a-t-on accordé à la réflexion scientifique, au constat scientifique, pour prendre telle ou telle décision. Quand vous disiez à l'instant, en introduisant votre propos, qu'un certain nombre de pays sont en train de justement relâcher les mesures contraignantes, ça n'est pas forcément parce que ces pays nient la réalité des faits scientifiques. Tout simplement, cela veut dire qu'en amont, quand des décisions ont été prises de confinement, eh bien, il y a eu une sorte, non pas de discipline, mais d'observance par les populations de ces consignes. Nous sommes en France, malheureusement il faut le dire, dans une toute autre situation, qui est celle qui consiste à dire qu'au fond, cette pandémie est le fait, plus ou moins directement, des pouvoirs publics. Vous avez en France des gens qui se comportent comme un enfant. Quand vous dites à un enfant, tu ne sortiras pas dehors parce qu'il pleut, et que cet enfant vous dit, tu es méchante, au lieu de protester contre la pluie, c'est exactement ça. Autrement dit, d'une manière plus peut-être relevée, c'est quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, c'est un peu ça en France. Et de ce fait-là, si vous voulez, il y a des complications. Non pas que je sois en train de dédouaner le pouvoir français de toute erreur, il y en a beaucoup, y compris dans la communication, mais simplement quand vous avez affaire à une population qui est en permanence dans le doute et la critique, au motif que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui représentent l'élite, voilà le grand mot entre guillemets, sont forcément menteurs et dissimulateurs. À partir de là, vous avez ce type de situation, pour simplement répondre à votre question, qui font que, en France par exemple, ce déconfinement va être compliqué parce qu'à chaque fois qu'une mesure de déconfinement est envisagée, dans le même temps, on se dit « aïe ». Et si les Français, ceux qui résident en France, tout d'un coup, profitent de cette liberté, et c'est bien normal, mais pour dire tout ça est du passé, c'est terminé, on oublie tout. Or, parce que c'était passé après le premier confinement d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va avoir des étapes, on va avoir les terrasses, quelques lieux culturels, et puis on reviendra petit à petit. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a trois composantes en fait. Il y a l'aspect sanitaire, donc que disent les scientifiques, il y a l'aspect économique, bien évidemment, les besoins, et l'aspect social et psychologique, j'ai envie de dire. Nous parlons aujourd'hui du variant brésilien. Ce qui a amené la France à suspendre les vols directs, en tout cas, puisque c'est un peu plus compliqué en Europe, en provenance du Brésil. Et pourtant, eh bien, au Brésil, on parle de la réouverture des plages, de la suppression du couvre-feu à Rio. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'un peu ce retour à la vie dite normale, en tout cas, n'est pas toujours lié à une situation sanitaire qui s'améliore. Non, c'est effectivement un enjeu idéologique. C'est le cas en France d'une moindre façon. Au Brésil, c'est clair. Vous avez, ça c'est intéressant aussi, vous avez un pouvoir qui est populiste, profondément tenté par les idées d'extrême droite, et donc la volonté, comme le font certains ici en France, de dire tout cela est une production des élites
sous-entendu progressiste. Vous voyez que cette affaire est profondément idéologique, en dehors bien sûr du cas sanitaire. Et ce que je ne dis là ne nie pas les données sanitaires. Bien sûr. Mais alors, ce qui est intéressant dans le cas du Brésil, c'est que vous avez un leader, Jair Bolsonaro, qui aurait pu dire « je prends moi la tête d'un combat national contre le virus, contre la pandémie », et ça aurait eu de la gueule et ça aurait même peut-être renforcé son pouvoir. Or, par idéologie, ça ne s'est pas passé. Et l'idée, c'est que vraiment cette affaire, on est dans le négationnisme au Brésil. C'est même pas du révisionnisme, c'est le négationnisme. 360 000 morts depuis le début de la pandémie, 4 000 morts par jour, infrastructures qui sont totalement insuffisantes et beaucoup de Brésiliens qui meurent avant même d'avoir pu recevoir le moindre soin. Et donc, c'est effectivement une affaire d'idéologie qui condamne les Brésiliens, même si les États fédérés essayent de contrecarrer un peu les méfaits du pouvoir central, mais on est vraiment là dans la décision que cette affaire est une fausse affaire et qu'elle relève des méfaits et des vilainies des régimes ou des systèmes progressistes. Hervé, c'est aussi le retour un peu à la vie normale en Grande-Bretagne. À quoi ressemble la vie justement maintenant après un confinement qui a été assez strict et comment est la situation sur place ? Je suis à Windsor pour les funérailles du prince Philippe, mais ici, comme la plupart des villes anglaises, se sont toutes déguisées en parisiennes parce que les pubs sombres britanniques bien connus ne peuvent pas servir à l'intérieur, donc toute l'Angleterre est en terrasse. Et par exemple, au cœur de Londres, Soho, à partir de 17h, se transforme en une vaste zone piétonne avec des terrasses, des danseurs, des danseuses, le sens de la fête. Cette fête est revenue au cœur de Londres. Bien sûr, c'est un grand soupir de soulagement, surtout pour les jeunes. Mais pour les conseillers du gouvernement britannique, comme le professeur Harnden, qui est un grand spécialiste de la vaccination et de l'immunisation, eh bien, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que la proximité de ces gens en terrasse pose des problèmes. Effectivement, après la première pinte, la distanciation physique n'existe presque plus. Et donc, c'est ce qui fait dire au professeur Harden qu'il y a une véritable inquiétude de nouvelles propagations du virus. Et surtout, on craint notamment les variants comme le variant sud-africain et surtout le nouveau variant indien. Certains de ces vaccins, enfin, certaines personnes ont été malades ou sont malades ici au Royaume-Uni, touchés par ce nouveau variant indien. On ne sait pas si les vaccins seront résister à ce vaccin-là. Ils estiment que c'est probablement le pire pour l'instant qu'on ait découvert. Et donc il y a de véritables interrogations. Le Premier ministre Boris Johnson, lui, dit que c'est surtout le lockdown, le confinement qui a permis la réduction de la propagation du virus, beaucoup moins que la campagne de vaccination. Alors clairement, la campagne de vaccination est en avance ici, même sur de ce que prévoyait le gouvernement, puisque 97% des plus de 50 ans ont été vaccinés, ainsi que tous ceux qui sont vulnérables. Et la vaccination est désormais ouverte aux plus de 40 ans. En revanche, en ce qui concerne le déconfinement, avec ce lundi, effectivement, tous les coiffeurs et les salons d'esthétique ont rouvert. Mais la prochaine date de déconfinement, c'est désormais le 17 mai, où là, tout va rouvrir, y compris les théâtres, les cinémas, les salles de concert. Et les Britanniques pourront probablement voyager pour des vacances à l'étranger, à savoir si l'étranger, lui, sera déconfiné. Gauthier, au Portugal, c'est la réouverture aussi des restaurants, des espaces culturels. En Australie, on a vu une bulle une bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sans quarantaine. Est-ce que c'est la campagne de vaccination qui permet d'ailleurs de se permettre un peu tout ça, ou est-ce que, comme vous le dites tout à l'heure, il y a un petit peu de ras-le-bol des populations, un peu d'idéologie, un peu de besoins économiques ? Effectivement, les deux. La vaccination est capitale, y compris même pour, finalement, des pans de la population, de ces sociétés qui sont réfractaires pour des raisons X ou Y à la vaccination. Quand vous avez un regard historique avec un peu de recul, vous voyez qu'une quantité de pays ont vu leur développement, dans tous les sens du terme, favorisé par l'éradication de certaines maladies grâce à la vaccination. Ça n'est pas une invention, ça n'est pas le résultat d'élucubrations complotistes, c'est simplement que cette vaccination a éradiqué, y compris pour des pays africains, y compris pour des pays européens,
On voit très bien aujourd'hui, par exemple, que la tuberculose fait sa réapparition en Europe parce que précisément il y a des réticences à la vaccination. Alors quand vous dites que ces choses-là correspondent, que ces ouvertures correspondent à un ras-le-bol du public, oui, mais dans le même temps, il correspond aussi à cette, pardonnez-moi de répéter la chose, mais à cette adhésion de beaucoup de populations, comme le Portugal, à une parole gouvernementale qui n'est pas ex cathedra, qui n'est pas toujours valable, mais qui simplement n'est pas suspectée systématiquement d'être fausse, contrairement à ce que nous connaissons ce qui se passe en France. Hervé, pour finir, le déconfinement, donc c'est une bonne nouvelle, mais qu'en est-il de la situation économique en Grande-Bretagne en quelques mots ? La période de lockdown, de confinement au Royaume-Uni a coïncidé avec la sortie de l'Union européenne et a créé ce qu'on appelle ici the perfect storm, la tempête économique parfaite. Et donc les facteurs sont parfois difficiles à dissocier, de savoir ce qui est responsable d'une chute brutale du PIB d'environ 10% entre la période d'avant Brexit et avant confinement. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis le mois de février, la croissance est revenue très très faible, avec 0,4% de croissance économique ici au Royaume-Uni, mais c'est mieux que ce que c'était donc on sait avant dans les mois qui ont précédé en tout cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis janvier 2020, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé avec cette période du Brexit, le volume d'échanges économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a commencé à chuter, et en janvier de cette année, il a chuté de près de la moitié, ce qui est très considérable évidemment. Il y a une légère reprise depuis un mois ou deux, mais le volume d'échange n'est pas encore retourné, et probablement qu'il ne retournera pas au niveau de ce qu'il était avant Brexit et avant le confinement. Donc, légère reprise, mais pour l'instant, la taille de l'économie britannique s'est réduite de 8%. C'est énorme. Merci beaucoup Hervé Amorek d'avoir été avec nous depuis Windsor. Merci beaucoup Gauthier d'avoir été avec nous. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. On a l'impression, en le voyant à l'envers, qu'on pourrait rentrer dans une machine à remonter le temps. Comme dans les loges d'un très très grand spectacle. C'est le Paris de Montmartre, quoi. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, qui est aussi écrivain, réalisateur de cinéma. Ensemble, nous irons visiter la dernière demeure de Boris Vian. Et puis une rencontre avec la photographe Daria Nelson, qui est à la fois sa muse et sa fée. Le Paris des Arts de Mathias Malzieu à retrouver très vite sur France 24.